Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble la configuration de l'Interco CMS 2.7 avec le Sky for Business 2019. L'objectif est de présenter une configuration basique sans rentrer dans les détails. On attaque directement avec la procédure. Je vous propose de commencer avec la configuration d'un CMS fraîchement installé. On configure l'IP, le DNS, le NTP, la génération de certificats étape par étape. Ensuite, on configure les 4 rôles qui nous sont nécessaires pour notre configuration. Le badmin, interface permettant de configurer le CMS. Le call bridge, le point de conférence qui va host les participants. Le XMPP, c'est pour les clients lourds qui sont installés sur les PC. Le web bridge, c'est l'interface web pour les clients WebRTC. Ensuite, on va faire l'importation des utilisateurs depuis l'AD. Et à partir de là, on a presque fini la configuration de CMS. Ensuite, on va attaquer la configuration du serveur Sky for Business 2019. On va partir avec l'idée que le Sky for Business est déjà installé et configuré avec ses utilisateurs. On va juste créer une relation avec le CMS, ce qu'on appelle l'application Trust, et on ajoutera des routes statiques pour la redirection des appels vers le CMS. Alors, concernant les prérequis, on aura besoin d'un serveur DNS interne pour résoudre les requêtes DNS émises par les serveurs et les clients, un serveur avec autorité de certification interne pour signer les clés publiques de chaque serveur, un serveur LDAP pour l'importation et l'authentification des utilisateurs, et un serveur NTP pour synchroniser tout ça. Ensuite, on aura besoin d'un serveur CMS, Cisco Meeting Server, et un serveur Sky for Business 2019. L'objectif, c'est de faire communiquer les deux serveurs pour permettre la communication des clients de chaque constructeur, que ce soit Microsoft ou Cisco. Alors, première chose à faire est de se connecter directement sur le CMS en mettant le login mot de passe. Le login mot de passe par défaut, c'est admin. Une fois connecté, on va commencer la configuration en modifiant le nom du CMS. Alors, en mettant la commande hostname, comme vous voulez. Moi, j'ai mis directement le FQDN. Après, j'ai vu ça sur des exemples sur la documentation de Cisco, mais on peut mettre juste le nom du serveur. Après la modification du hostname, le serveur nous demande de rebooter. On va rebooter rapidement. Ensuite, après le reboot de notre serveur, on remet notre login mot de passe et on commence la configuration. Première chose à faire, on configure la vitesse de l'interface A en mode auto-négociation. Ensuite, on configure une adresse IP avec la commande IPv4. On peut aussi configurer des IPv6. Mais pour l'instant, on reste sur des IPv4. En précisant l'interface, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et à la fin, la gateway. Alors, vous avez ce message d'erreur qui dit que la gateway par défaut n'est pas dans le même subnet de l'adresse IP. Ce n'est pas grave. Il a tout récupéré. On peut vérifier ça avec la commande IPv4. Ensuite, on configure le DNS avec la commande DNS add forward. Alors, si on a un domaine bien spécifique, on peut rajouter un domaine pour rediriger les forwards directement sur un serveur DNS bien spécifique. Sinon, on peut mettre juste point en précisant l'adresse du serveur DNS préféré. Ensuite, on configure le serveur de temps avec la commande NTP server add et ensuite on mettra l'adresse IP du serveur NTP. On va vérifier la connectivité de notre serveur CMS avec la commande ping. On voit qu'on est en train de pinguer. Là, ça marche. L'objectif est de continuer la configuration de notre CMS depuis un client SSH. Alors moi j'utilise le client SSH MOBA externe. On va faire un clic droit, nouvelle connexion, type SSH. Je rentre mon adresse IP, le login. Ensuite il va nous inviter à mettre le mot de passe. Un pop-up qui s'affiche pour enregistrer le mot de passe. Comme ça il ne va pas nous le demander à chaque fois. On commence par un dernier prérequis, c'est les certificats. Pour générer un certificat, on va utiliser la commande PKI. PKI point d'interrogation nous affiche toutes les options de la commande. Lors de notre génération de certificat, le CMS va créer un couple de fichiers clé privée, clé publique. Le fichier avec l'extension key, il contient la clé privée. Et le fichier avec l'extension CSR qui contient la clé publique. C'est ce qu'on va télécharger pour le signer avec notre autorité de certification interne qu'on a créée en amont. La commande utilisée pour générer le certificat CMS est PKI, CSR, le nom des fichiers,
CN qui veut dire canonic name, deux points, le FQDN du CMS. Ensuite, les alternative names qui contient le domaine et d'autres FQDN qui peuvent être utilisés par d'autres services de CMS, comme join.lab.local qui va être utilisé par le web bridge. On télécharge le fichier CSR qui contient la clé privée, qui contient la clé publique sur notre ordinateur. On ouvre un navigateur pour se connecter sur l'interface web de l'autorité de certification interne. On clique sur le lien Request Certificate, Advanced Certificate Request. On ouvre notre fichier avec Notepad++ ou avec un Notepad normal. On récupère le contenu, on copie le contenu dans le formulaire. On sélectionne la template authentification client-serveur et on clique sur le bouton Submit. Il nous suffit de télécharger le certificat signé avec l'encodage base64. Sans oublier le téléchargement du root CA, toujours avec l'encodage base64. On upload les deux fichiers dans le CMS. Une fois les deux fichiers sont uploadés, on peut lancer la commande pklist qui va nous lister tous les certificats qui sont présents sur le CMS. Lors de la manipulation des certificats, on a souvent des erreurs. Pour vérifier les certificats signés, on a deux commandes. La commande pki-match qui permet de vérifier la correspondance entre la clé privée qui est sur le CUCM et la clé publique qui vient d'être uploadée. Et la deuxième commande, c'est pki-inspect qui permet de lire le certificat qui vient d'être uploadé. Deux éléments dans le certificat à vérifier automatiquement, c'est authentification web server et client et la présence de la liste des FQDN et des alternative names. À ce stade, la configuration de base de CMS est finie. On va commencer à configurer les services maintenant. On va commencer par la configuration du web admin. Pour connaître toutes les options qui sont offertes par une commande, il suffit de rajouter un point d'interrogation à la fin de la commande et valider par la touche entrée. On va désigner une interface physique et un port pour notre service web admin avec la commande webadmin listing. On précise l'interface réseau et le port utilisé. J'utilise le port 8443 qui devra être reconnu que par les administrateurs. Ensuite, on affecte les certificats au webadmin avec la commande webadmin cert en désignant la clé privée, la clé publique et le root CR. Et on finit avec la commande enable pour appliquer la configuration. Pour voir l'état du service, on utilise la commande webadmin status. Pour vérifier le bon fonctionnement du service, on se connecte sur l'interface web du CMS. En se connectant sur cette interface, on remarque un message d'erreur concernant les licences. Alors on va résoudre ce problème rapidement. J'ai déjà généré un fichier de licence. Il suffit de l'uploader sur le CMS et le CMS va le prendre automatiquement en compte. Pour vérifier les licences, on utilise la commande licence. On continue notre configuration avec le call bridge. Toujours avec le point d'interrogation à la fin pour pouvoir afficher toutes les options de la commande. Ensuite, on désigne l'interface réseau et on affecte les certificats qu'on a signés en amont. On configure le XMPP, toujours en lui affectant une interface réseau et l'affectation des certificats. On configure un domaine pour le service XMPP. Et on valide notre configuration avec la commande XMPP enable. On finit notre configuration avec le dernier service, WebBridge. Aussi, on lui affecte une interface physique, deux points, le port. Par défaut, c'est le 443. On affecte les certificats qui sont sur le serveur CMS. Et on valide notre configuration avec la commande WebBridge enable. On finalise la configuration du XMPP en lui affectant un call bridge avec la commande XMPP call bridge add et le nom du serveur call bridge. Il va nous générer automatiquement une clé secrète qu'on va utiliser sur l'interface web pour pouvoir enregistrer le XMPP sur le call bridge. Et on va voir ça tout de suite. Pour voir l'état d'enregistrement du call bridge, on peut naviguer vers le menu statut général et dans notre cas, le service XMPP est bien enregistré.
On attaque dans la foulée l'importation des utilisateurs depuis l'Active Directory en configurant l'interface web en naviguant vers Configuration, Active Directory, Configuration. On ajoute l'adresse IP de l'Active Directory. On utilise le port 389. Le champ Username, on doit récupérer la base d'ADN de l'utilisateur. Pour ça, direction l'Active Directory. L'unité d'organisation User. Clic droit Propriété. L'onglet Attribute Editor. On récupère la valeur de l'attribut Distinct Name. On rentre le mot de passe de l'administrateur. Ensuite, on récupère la base d'ADN de l'OU qui contient les utilisateurs qu'on souhaite importer. De la même façon, on clique droit sur l'utilisateur, Propriété, Attribute Editor. On cherche l'attribut Distinguished Name. On copie la base d'ADN jusqu'à l'OU. Et on rajoute un filtre avec l'attribut SAM-AccountName qui est préfixé avec CMS. Comme ça, juste les utilisateurs qui ont un préfixe CMS qui vont être importés. Le display name de l'utilisateur va être le CN. On finalise la configuration comme vous voyez. Alors pour lister les utilisateurs, on peut aller directement sur Statut, Users, et là on voit que l'importation des utilisateurs depuis l'AD a bien été effectuée. On peut aussi vérifier la création automatique des spaces pour chaque utilisateur en allant sur le menu Configuration Space. Et effectivement, le CMS a créé pour chaque utilisateur un space bien spécifique avec un call ID généré automatiquement. Ensuite, on va configurer le routage des appels. On va commencer avec les appels sortants en allant sur le menu Configuration, Outbound Call et en mettant le domaine lab.local. Le SIP proxy to use il doit être le FQDN du Skype for Business 2019. Le domaine local sera exactement la même chose, lab.local. Et le local from domain devra aussi être lab.local. Alors dans mon cas, j'ai utilisé le même domaine SIP que ce soit sur le CMS et sur le Skype. À chaque appel, le serveur va chercher dans sa base locale. S'il ne trouve pas, il va envoyer vers le serveur en face. Et c'est valable que ce soit pour Skype ou pour CMS. On rajoute la route. On spécifie que le SIP trunk, c'est un SIP trunk link. Et on valide pour ajouter cette route-là. Ensuite, on configure les appels entrants. Toujours le même domaine lab.local. On laisse tout par défaut et on appuie sur Add New pour ajouter la route. On active le chiffrement du média pour le protocole SIP. À ce stade, la configuration du CMS est finalisée. On peut se tourner maintenant vers le serveur Skype for Business. On se connecte en RDP, Skype for Business 2019, Manager PowerShell. Alors, la première commande, c'est pour créer une application Trust vers le CMS. Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé ou en commentaire. La deuxième commande, c'est une commande pour créer une route statique vers le CMS avec le critère du suffixe lab.local. Maintenant, on peut passer à la démo. Pour la démo, je vous propose la liste des tests pour valider notre configuration. La première chose, on va essayer de se connecter les trois clients, le client Skype, le client web, le client Cisco Meeting App. À partir de là, on va commencer les appels. On va se concentrer clairement sur les appels. Le chat, peut-être, on va l'aborder sur d'autres vidéos. On va lancer des appels point à point, des appels multipoints. Alors, les appels point à point, on va commencer avec un appel point à point entre le client web et le client Cisco Meeting App. À chaque fois, c'est des appels dans les deux sens. Deuxième démo, c'est un appel entre le client web et le client Skype. Le troisième démo, c'est un appel entre le client CMA et le client Skype. Et à la fin, un appel multipoint qui va réunir le client Skype, le client CMA et le client web. Alors, on va commencer par se connecter avec le client Skype. On va faire user 3 par exemple, lab.local. Alors, ce que je ne vous ai pas montré dans la configuration, c'est les entrées DNS. Le problème, c'est que si je présente toute la configuration détaillée point par point, on va faire une vidéo de, je crois, 3 heures ou 4 heures, au plus, je pense. Alors, le client Skype est bien connecté. On va essayer d'aller se connecter avec notre CMA. Alors, connexion, on a deux boutons, soit réunir, soit se connecter. On va se connecter. On va mettre CMA1, par exemple, @lab.local. Et on va essayer de se connecter sur cette application. Voilà, il est connecté, super. On a les deux clients qui sont là. Troisième client, c'est celui du web. Alors on va prendre juste ça.
On a utilisé le client 1, ici on va utiliser le client 2, ouais, ça me va très bien aussi. Voilà, les trois clients sont connectés. Maintenant, on va commencer le test. Le premier test qu'on a dit, c'est le test 1 qui est entre le client web et l'application CM1. Pour donner plus de sens à notre test, je me connecte en RDP sur un autre laptop ou je connecte un client web. Alors, on a un client web qui est connecté sur un autre PC portable. Moi, j'utilise le RDP pour vous montrer comment ça marche. Et sur mon PC, j'ai le client CMA qui est connecté avec le compte CMS2. Et là, on a le compte CMS4. L'objectif est de faire le test d'appel dans les deux sens avec un partage de documents. Alors, on va faire un appel depuis le CMS2 vers le CMS4. C'est simple, on va juste taper CMS4. On le voit apparaître dans la liste. On clique juste appeler. Et là, on a automatiquement une notification. Il suffit juste de faire accepter. Et là, moi j'ai un problème de caméra, mais de toute façon, on peut diffuser n'importe quoi. Je vais essayer de diffuser quelque chose. Voilà une petite vidéo. Là, on va faire le test inverse. Le partage de documents, on va le faire lors de la deuxième appel. Maintenant, on va faire un appel dans l'autre sens. MS. On va faire lancer un appel depuis le client web vers le client application. Et on va faire un petit partage de documents. Par exemple, faire document lab. On voit bien que le document partagé est bien visible sur le client web. On arrête la diffusion depuis l'application CMA et on diffuse depuis le client web. Le partage du client web est bien visible sur le client CMA. Le deuxième test, c'est un test d'appel bidirectionnel entre un client web et un client Skype. Depuis le client Skype, on lance un appel vers le client web en tapant cma4@hellodomain.lab.local. La notification d'appel arrive bien sur l'interface web du client web. L'audio et la vidéo passent dans les deux sens. On lance un partage depuis Skype. Le partage Skype est bien visible sur le client web. Je coupe l'appel. Et maintenant, on va faire un appel depuis le client web vers le client Skype. Je clique sur lancer l'appel. La notification d'appel entrant de Skype est bien visible sur mon bureau. Je clique sur la notification pour accepter l'appel. L'appel est connecté dans les deux sens. Je lance un partage de documents depuis le client Skype. Le partage du client Skype est bien visible sur le client web. On passe à la troisième démo, un appel entre le client Skype et le client CMA. On entre l'URL du Skype sur le CMA, on clique sur lancer l'appel. On clique sur la notification pour accepter l'appel. On lance un partage de documents depuis le client Skype. Le partage est bien visible sur le client CMA. On lance le partage aussi depuis le client CMA vers le client Skype. On voit que le partage est bien visible sur le client Skype. Le test est validé. Et enfin, le dernier test qui va réunir un client Skype, un client web et un client CMA. L'appel va être émis depuis le client web. On rentre les URI du client Skype et du client CMA et on lance l'appel. On voit la notification qui arrive sur le client Skype et sur le client CMA. On accepte les appels et on voit que les trois clients sont connectés. On envoie un partage depuis le client CMA. Le partage est bien visible sur le client web. Et sur le client Skype. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine vidéo.